Bienvenue dans Rétrofutur. C'est l'émission qui parle des sujets tels que la Terre plate, évidemment, la Tartarie, les phénomènes de catastrophes naturelles, les antiquités, l'architecture, l'évolution. On est contre la théorie de l'évolution telle qu'elle est donnée par Darwin. On est pour une théorie de l'évolution avec des hommes qui étaient grands et qui, au fur et à mesure du temps, rétrécissent. C'est en accord avec la religion, c'est en accord avec les différentes cultures, les civilisations passées. On est d'accord qu'il y a une catastrophe qui pourrait subvenir prochainement, une catastrophe due non pas à l'activité humaine, mais au comportement humain, comportement qui dégrade la planète par son cœur, manque de cœur sur la planète, dégradation, et il y arrive des catastrophes. Là, ça serait selon le plan de la Terre plate, selon le modèle de la Terre plate, le centre avec un vortex qui passe par le pôle Nord, qui maintient une bulle à l'intérieur de l'eau certainement, et un soleil et un ciel en expansion par moment et qui redescendent au centre. C'est à la place au milieu, c'est la terre et le ciel qui pourrait se rétracter, se contracter et s'éloigner pour nous donner des périodes de glaciaires ou se réchauffer pour nous donner des périodes plus chaudes, ce qui semble intervenir actuellement. De toute manière, quand l'Antéchrist va arriver, il y aura 3 ans où il ne va pratiquement pas pleuvoir, voire la dernière année, pas du tout. Alors, ce problème qu'on entend parler de réchauffement climatique va bien avec l'arrivée de l'Antéchrist qui ne devrait plus tarder. J'ai donné l'année 2032 pour l'arrivée de l'Antéchrist, donc ces périodes de famine devraient arriver en 2029. C'est ce qu'on cherche dans Rétrofutur, on cherche des preuves de géants dans les anciennes cultures, en réfléchissant par nous-mêmes et non pas par ce qu'on veut nous donner. On commence ce fil d'actualité, plein d'infos en vrac sur la Tartarie, sur tous les sujets platistes, avec une machine à tremblement de terre. Ça existe, les machines à tremblement de terre. On en a ici un indice, voire une preuve. Cette idée s'est concrétisée. Une machine a été construite dans ce but. Elle est née dans le cerveau des ingénieurs de l'ex-Union soviétique, en pleine guerre froide. Conçue pour fournir une nouvelle source d'énergie, la machine à tremblement de terre avait la puissance d'un petit réacteur nucléaire. Les sismologues voulurent s'en servir pour mesurer l'épaisseur de la croûte terrestre. Le principe de cette expérience était le suivant. En traversant un puissant champ magnétique, l'échappement d'une tuyère de fusée provoquait des sortes de coups de foudre capables de se propager jusqu'à 50 km de profondeur. Ce qui se produisit alors les étonna beaucoup. La Terre répliqua par des micro-séismes. De là à imaginer qu'en soulageant la pression accumulée sous la croûte terrestre, on pourrait éviter un grand séisme comme celui qui menace Istanbul, il n'y a qu'un pas qu'il ne faudrait pas franchir à la légère. Car si une telle machine était positionnée sur une faille tectonique, nul ne sait ce qui pourrait advenir. Peut-être
montre une incontrôlable réaction en chaîne de tremblements de terre et de tsunamis dans le monde entier. Il est très difficile d'expérimenter sur mère nature et nous devons être très prudents. On pourrait en fait déclencher un séisme plus important que celui que nous tenterions d'éviter. Les militaires américains ont acheté la machine à tremblement de terre à l'issue de la guerre froide. Où est-elle aujourd'hui? Nul ne... Ok, et dans le post, on a des informations intéressantes sur la véracité de ces dires-là. Par exemple, ici, il y a brevet de Tesla Earthquake Machine sur Google Patent, une patente d'une invention de Tesla. Le ministre en charge de l'après Fukushima qui admet que cela existe. Il y a aussi ce document de l'US Congrès gouvernement. Donc, cette machine existe. N'oubliez pas que votre avis m'intéresse, car avec lui, nous nous nourrissons tous. Symbiose, juste. Ce ne sont pas des montagnes, mais des arbres pétrifiés géants. Des arbres géants qui poussaient à des kilomètres de haut, et certaines des bases, les troncs, à des kilomètres de large. Ici, nous avons quelques photos montrant des souches d'arbres normaux à côté de souches anormales. Ces genres de montagnes ici, c'est exactement la réplique de c'est un tronc d'arbre. En plus, l'intérieur, elle a été vidée et dans la plupart de ces montagnes, on a le centre qui est vide. Donc, on peut ici voir avec les USA. Aux USA, ces monts, ça ressemble à des troncs. Ici, on a encore un exemple. Ça pourrait être ce creux qui provient de ces excroissances dans les arbres. Ici, on aurait encore un tronc géant qui était du bois et qui s'est transformé en pierre, comme on a encore là, avec plein de... C'est ça exactement la texture du bois, avec plein d'alvéoles droites. Là encore la même chose. Cette texture du bois, voilà, par exemple, à l'intérieur des troncs, il y a toujours des cercles qui nous permettent de définir le temps. Chacun des cercles correspond à une période en âge. Ils peuvent savoir l'été et l'hiver. L'été et l'hiver, ils peuvent recompter comme ça et connaître la température, le climat. Il y a au moins 200, voire 500, 800 années grâce aux arbres. Ça, c'est infaillible et ça marche. C'est de la haute technologie. Ceci pourrait être un énorme tronc qui est devenu solide. On en a sur toute la planète. Voilà ces alvéoles dont je parlais tout à l'heure. Ça, comment voulez-vous que ça soit naturel? Impossible. Parce que le mainstream va vous dire que c'est naturel. Voilà, donc ça serait du tronc qui s'est transformé en pierre. On peut retrouver ça sur cette montagne-là, ou encore là, exactement ça. Un tronc qui est devenu de la pierre. Ici, on a un exemple de caillou qui ressemble à du bois. Ça serait une construction en bois qui est devenue de la pierre. Et ça, tout le monde est d'accord dans les scientifiques que le bois peut devenir de la pierre. Il n'y a rien d'exceptionnel à ça, si les conditions sont réunies. Donc, ça a vraiment l'air d'être du bois. Ces pierres. Les géants. On peut voir sur ma chaîne. Le dernier rétro-futur, c'était sur les géants, la partie 1. Ici, on peut voir un certain nombre de géants.
Donc ces personnes arrivent pratiquement aux hanches. Des fois même, elles sont plus grandes. Cela encore, ça dépasse la hanche. Là, on y est presque. 1,70 m, 2 mètres, 2,30 m. 2,20 m. Alors là, on a un ancien tableau où il avait peint la personne jusqu'à la hauteur ici, avant que la colonne commence. On peut retrouver le même bâtiment actuellement avec cette photo-là, ancienne photo, et à la hauteur de la personne, il lui manque presque 1 mètre ici pour atteindre la hauteur de la peinture. Alors, on soit bien sûr dans la peinture, il a pu inventer, il a fait un personnage de 2,20 m, pourquoi pas. Là, c'est en dessous des hanches que le personnage ici arrive. On en a plein d'exemples dans des représentations. Ici aussi des traces de pas, surtout en Inde. On a ces traces qui ressemblent à des traces de pas dans de la glaise, de la boue qui est devenue de la pierre. Peut-être dans un laps de temps très très court. Pour des personnes hautes, grandes, on a ces représentations de cette personne qui tient un tigre, ou bien ça serait alors un lion, et il le prendrait comme un petit chat, comme un bébé, mais ça serait un lion adulte. Des structures dans de la pierre qui ressembleraient à des personnages, à des géants qui auraient été solidifiés en pierre. Je pense que l'humain peut être solidifié en pierre. Je ne pense pas que ces montagnes soient des personnages vivants à une certaine époque qui seraient devenus de la pierre. C'est un peu le sens de ces images actuellement dans ce reportage. Je ne vais pas aussi loin. On peut voir dans cette muraille une photo complètement ahurissante où ici on a des petites briques, ici des briques plus grandes et encore ici des briques plus hautes. Et la personne qui se trouve ici donc mesure environ 1,80 m et cette brique-là va de 2,20 m à 4 mètres, 4,50 m. Et ces briques-là aussi, elles sont énormes. Sans compter ce passage ici de béton. Personnage avec des petites personnes qu'il est en train de fouetter. Elle lui arrive aux cuisses. Des représentations de menhirs qu'on sait qu'ils sont quand même hauts, au moins 20 mètres, 15 mètres. Et ici, on a des représentations d'hiéroglyphes de personnages qui sont à la même hauteur. Ou ici, une représentation avec un cube qui est tenu par un Égyptien avec une poutre. Il arrivait à prendre 2 pierres d'une taille humaine en même temps. C'est ce que représente le dessin, à moins qu'ils ont complètement halluciné, les Égyptiens. Ils ont dessiné ça complètement allumé. Là, on a le doigt. Ça, c'est le doigt d'un géant que j'ai présenté l'autre jour dans l'émission Rétro-Futur, les géants partie 1, que je vous invite à aller regarder. Ici, c'est les ongles. Cette partie de doigt
a été admise par le mainstream comme étant réelle. C'est pas du fake. Ici, on a l'ongle et ici, on a les phalanges, 3 phalanges. Énorme doigt. Et là, le mainstream dit que c'est vrai. Voilà, 10 cm, 10 et 17, 10, 20, 30, 32, 33. Voilà. 33,8 cm. Un doigt. La taille de ces briques, ça arrive au cou de cet homme. Donc ça, on a vu, ça c'est ses menhirs, la hauteur des menhirs. Les personnes devaient être la même taille que le menhir. On peut voir des statues gigantesques, souvent dans les monuments égyptiens antiques. Ces statues gigantesques, je soutiens qu'elles représentent la taille réelle d'un Égyptien à l'époque, pas tous, mais certains. Donc environ 15 mètres. Il y a encore d'autres illustrations du même style. Là, ici, les personnes qui arrivent aux hanches sur une carte. Des grands arbres qui mesurent au moins 4 mètres, l'épaisseur du tronc. Et on voit une personne qui est en train de lui planter une hache. Ils sont en train de faire tomber ces monstrueux arbres qui ont des centaines d'années. Donc c'est bien ça, 4 mètres environ l'arbre. De largeur du tronc. Il y a eu beaucoup de découpes d'arbres durant le 19e siècle. Ces grands arbres y ont pratiquement tous passé. Mais même s'ils étaient grands, on peut construire des tunnels à l'intérieur. Ce n'est rien par rapport aux arbres qui devaient peupler le monde il y a environ 3000, 5000, 8000 ans. Et encore plus avant le déluge, précédant ces 8000 ans en arrière. Ces rayures, ce bois, ces nervures, on les retrouve dans les pierres. Celui-là, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure. Ici, dans cet exemple-là, ici, ouais. Et puis, il y en a encore un. Bon, disparu. Des monstres champignons. C'est de la peau humaine. La peau, des cellules de peau sous le microscope. Et puis là, elle marche sur la cellule de peau. C'est vrai que ça ressemble. Bon, voilà, alvéole. Longue alvéole. Ce n'est pas quelque chose qui se fait naturellement. C'était un arbre qui est devenu de la pierre. Et là, tout s'explique. Il y en a plein d'exemples à travers le monde. Hein.
beaucoup de pistes. On peut faire une émission sur chacune de ces images. Encore des exemples. Des arbres géants transformés en pierre, alvéoles, comme si l'arbre était cassé, casse une branche. Et une sorte d'énergie de l'éther tirée de ces anciennes constructions que l'on pense aujourd'hui être des montagnes sans aucune autre explication. C'est des montagnes, ok les gars, c'est des montagnes. Ce caillou, on pourrait penser que c'est un champignon géant. Ici, c'est une réelle photo d'un champignon géant. Un tronc d'arbre géant qui pouvait atteindre 1 kilomètre, même plus, ou qui ont des troncs qui peuvent mesurer jusqu'à 1 kilomètre, même plus, vidé à l'intérieur, qui est devenu de la pierre avec le temps. Après le passage, certainement, du déluge. Et la végétation que l'on connaît actuellement en 2022, c'est la végétation d'après le déluge. Même qu'il y a eu quand même certaines transformations comme la taille des hommes. Ok. Les églises, cathédrales, mosquées et autres édifices de culte étaient à l'origine des centrales électriques éthériques, des stations d'eau et des centres de guérison acoustique résonnants sonores. Les bâtiments que les religionnistes, ça veut dire ceux qui pratiquent la religion, qui ont construit ces monuments, utilisent comme lieu de culte de nos jours, servaient à l'origine d'hôpitaux. Hôpitaux pour l'esprit, hôpitaux pour le corps, des rosaces comme ça. À l'origine, ce que l'on a pu comprendre, c'est qu'il y a une résonance avec des particules qui viennent depuis le haut, qui sont captées par des antennes qui sont placées sur des tourelles aux différents endroits où ces rosaces peuvent apparaître. Elles sont grandes et il n'y a pas de verre à l'intérieur à l'origine pour que l'éther puisse rebondir et donner cette résonance à un lieu énergétique. Ça ressemble à des notes de piano, mais ça s'utilise concrètement pour obtenir de l'énergie et un environnement, une atmosphère qui guérit. C'était connu par les anciens. Des statues magnifiques, comme j'ai pu le présenter dans un rétro-futur, Tartarie, et les villes fantômes.
À notre époque, les sculpteurs ne savent pas comment ils ont réalisé ces œuvres. C'est tellement fin. On voit encore les différentes époques pour voir le différent style, comment ça se passe. Ici en 1915, ici en 2015, on a perdu tout le charme. 1864, un superbe pont là. Et puis 2017, un pont. Il reste plus que le bout du pont, puis il y a des routes partout. Là, ce qui est magnifique, c'est la verdure et puis la rivière qui passe par là. D'autres exemples de lieux qui ont perdu leur âme. La prison, 1899. Waouh! Toutes ces décorations pour une prison, avec des colonnes, des étages, différentes colonnes, une tourelle, plein de petites tours ici, tout est décoré. 1899, 2012, un truc carré là. Pareil, belle architecture. Et là, il n'y a plus rien. À Montréal, c'est pareil. C'est partout pareil, en fait. Toutes ces belles structures, elles ont été remplacées par du vite fait, du rapide. Il fallait du temps pour construire toutes ces maisons. Il fallait plusieurs années. Et aujourd'hui, on construit des complexes en 6 mois, même moins. Une énigme. Comment il peut y avoir une synchronisation entre ces divers appareils. Chacun sont partis à un moment différent. Il faut bien remarquer qu'il y a des canettes dessous. Ça le fait bouger un tout petit peu le morceau de bois qui engendre après un balancement du pendule qui se synchronise avec la table. Et tout le monde s'est synchronisé en même temps. Oh, c'est magnifique. Ça y est, j'ai capté comment ça marchait. Oh, ça c'est trop beau. Un sarcophage géant de 2,6 mètres de long vient d'être découvert en Égypte. Un sarcophage géant de 2,6 mètres de long découvert en Égypte. Il y a un nouveau mystère archéologique à Alexandrie. Les archéologues ont mis à jour un sarcophage de 8,6 pieds de long enterré en Égypte il y a 2000 ans à côté d'une tête de pierre massive. C'est un géant pour cette période. Maintenant, les archéologues en Égypte ont une question difficile à répondre. Qui est le géant enterré à l'intérieur de ce sarcophage massif? On a une taille de 2 mètres et quelques. C'est pas des géants très grands. Ce que je parle, moi, comme géant de l'ancienne Égypte, ce sont des gens qui pouvaient mesurer 15 mètres. La découverte a été faite lors d'une fouille dans le quartier de Sidi Gaber à Alexandrie. Mesurant 2,65 mètres de long, la découverte est le plus grand sarcophage en granit jamais trouvé dans la région, réputé pour ses anciennes reliques. Ça ne veut pas dire que ces personnes de grande taille étaient mises dans des sarcophages. Elles pouvaient être enterrées telles quelles dans le sol. Au premier regard, sur le sarcophage de granit noir indique qu'il remonte à la période ptolémaïque, une époque de l'histoire Alexandrie. Dans une annonce faite dimanche, les archéologues ont noté que la tombe avait été découverte à une profondeur de 5 mètres sous la surface du sol. En plus de sa longueur considérable, il mesure également 1,85 mètres de haut et 1,65 mètres de large. Plus intéressant encore, le docteur Hashmaoui a déclaré que la couche de mortier entre le couvercle et le corps du sarcophage semble être intacte, indiquant que le contenu du cercueil en pierre n'a pas vu la lumière du jour depuis l'Antiquité. On n'aura pas
ce qu'il y a à l'intérieur. L'immense cercueil noir a été retrouvé enterré à 5 mètres sous terre. Et là, selon eux, c'est la représentation de la personne qui est enterrée. Mais personne ne sait qui est cette mystérieuse personne, un ancien géant. Ils l'attribuent quand même à la personne enterrée. Non loin du sarcophage, l'équipe a trouvé une tête sculptée en albâtre, censée représenter le propriétaire de la tombe. L'albâtre est une roche tendre, couramment utilisée pour la sculpture, de sorte que la plupart des caractéristiques se sont érodées. Cependant, un travail de détective supplémentaire pourrait permettre de découvrir sa mystérieuse identité. Ok. L'espagnol Stone Age refait surface dans le réservoir d'Estrémadure. Stone Age. En Angleterre, c'est du fake. Ils l'ont changé de place dans les années 50. Ils ont plus ou moins mis les pierres comme ils imaginaient ou ils avaient fantasmé qu'elles étaient. Et Stone Age, ça n'a rien d'un lieu qui est resté tel quel pendant des milliers d'années. Ici, on est en Espagne ici. La sécheresse révèle le Spanish Stone Age, perdu depuis longtemps dans le réservoir d'Estrémadure. Voilà des pierres entourées, c'est ce qu'il y a dans le site à Yverdon, pas trop loin d'ici. Certainement, je vais aller faire un live là-bas. Je les avais déjà présentés une fois dans des photos. J'avais été shooter quelques photos de ces pierres à Yverdon dans un endroit vraiment très caché. Que peu de monde connaît. Je pourrais aller faire un live prochainement là-bas. Ça s'assèche, alors que les lagunes d'eau mystique s'achèvent dans la jungle du Mexique, laissant les écosystèmes entiers et les Indiens dans la misère. Un cercle de menhirs mégalithiques a émergé des profondeurs, alors qu'un réservoir d'eau potable à l'extérieur de Peraleda del Matalcaceras a presque complètement disparu. Les menhirs datent des 2e et 3e millénaires avant Jésus-Christ et forment le site d'un temple du soleil sur les rives du Tage. Ils ont été vus pour la dernière fois par les habitants il y a 6 décennies, 60 ans, avant que la zone ne soit inondée pour créer un réservoir. La collection de 144 pierres, dont certaines atteignent 2 mètres de haut et présentent des gravures de serpents, sont disposées en cercle. Mais comme Stone Age, on ne sait pas exactement qui les a placées là et dans quel but. Alors que les eaux d'un réservoir à l'extérieur de Peraleda del Matalcaceras se retiraient, un cercle de menhirs mégalithiques a émergé des profondeurs en Espagne, ici. Le site aurait été créé sur des milliers d'années en utilisant du granit transporté à des kilomètres de distance. Créé sur des milliers d'années en utilisant du granit. Les pierres ont commencé à émerger de la décrue des eaux plus tôt cet été et se tiennent maintenant sur la terre ferme pour l'instant. On a ici des images. Ok, cool ces images. Petra en Jordanie, on a une façade de style gréco-romain qui a été sculptée à l'intérieur de cette montagne qui semble être un ancien édifice. On peut voir les layers ici aux différents endroits. On peut vraiment penser que c'est des briques énormes qui sont ici. Ce sont recouverts par un produit noir qui semble descendre, qui a été comme du liquide d'un autre matériau noir qui est venu couler dessus cette roche qui est peut-être le toit de ce grand édifice où là on aurait un peuple de gens plus petits qui auraient sculpté à l'intérieur de ces anciennes briques une nouvelle façade. Un peuple disparu, 2 peuples disparus sur une seule photo. Ça a été construit en 2 ans. Philadelphie, on voit tout de suite qu'il y a le symbolisme franc-maçon avec les 2 tours qu'on va pouvoir retrouver dans les temples francs-maçons, le soleil et la lune. Ici, on a une représentation gréco-romaine, c'est à peu près tout ce qu'on pourra nous faire penser à cette architecture là-dedans. On a aussi plusieurs étages, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 terres, comme il est 7 cieux. Et ici, on arrive donc au paradis, toujours plus haut. Et je vous rappelle que pour les Juifs, derrière le trône, face au néant, il y a une pyramide. Voilà, on est sorti de tout le
le matériel, on rentre dans le néant. Et ça forme le 11, des portes pour la colonne gauche, une porte pour la colonne droite et une porte pour le centre. La liaison entre ces deux structures qui sont comme une symétrie. Magnifique, ça c'est naturel. On a affaire ici à une ancienne structure, une décoration peut-être gigantesque qui est devenue de la pierre. On finit tranquillou avec une petite chèvre qui vient se nourrir. Et puis un singe l'utilise comme monture. Des bonnes friandises. On a un passage avec une route où il y a des panneaux solaires, 2 autoroutes et au centre, les vélos peuvent passer. Ils sont protégés ainsi. Double utilité. Au lieu de mettre des arbres, on met des panneaux solaires. En Corée du Sud. Architecture. Comme on peut voir dans le jeu Tetris, si c'était une pierre dure, on a affaire à des sadomaso. Si elle était molle, ça commence à être plus compréhensible avec des personnes qui mesuraient 20 mètres. C'est bon pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, vous mettez un pouce. On fait avancer le truc. On est dans les bons sujets là, dans ce rétro-futur. Si vous avez aimé, tu fais un plus. Si tu n'as pas aimé, tu fais un moins. C'est comme ça que tu payes la contribution. Tu mets un pouce. Si tu n'as pas aimé, tu mets un moins. Tu payes ta contribution, tu donnes ton avis. Tu payes ta contribution en donnant ton avis. On se retrouve bientôt. Voilà, quand c'est fini, je me casse. J'ai été balancer toutes mes histoires. Tout ce que j'ai pu découvrir, je le balance. Ensuite, je rentre chez moi tranquille.